Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Vous êtes en compagnie de Malika Elkor. J'ai le plaisir de rejoindre Diane Baran pour co-animer Radio CNV et d'Edith Tavernier, formatrice CNV depuis 2014 et depuis 10 ans, elle travaille auprès d'élus et de communautés de communes dans le pays Beaujolais sur un programme de développement local. Bonjour Edith. Bonjour Malika. Comment vas-tu ce matin ? Eh bien écoute, je suis joyeuse d'être avec toi et puis avec tous ceux qui vont nous écouter pour partager mon expérience. Super. Moi je suis très heureuse en fait, j'avais très envie de te rencontrer et de t'interviewer parce que je suis impressionnée en fait par le travail que tu fais dans le pays Beaujolais justement avec les élus et de ton expérience de la communication non violente sur ce terrain-là me paraît vraiment intéressante. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment tu es arrivée dans la communication non violente. Écoute, c'est en 2006 que j'ai découvert la CNV grâce à une grande amie que j'aime beaucoup, c'est Isabelle Desplat, qui est formatrice aussi en communication non violente. Et assez vite, en démarrant les stages, j'ai eu l'intuition que c'était vraiment un outil et puis surtout des valeurs qui étaient vraiment concordantes avec ce que j'aspirais à vivre, et j'ai assez vite pris la décision de me former. Je vois que ça m'a vraiment aidée dans ma vie quotidienne. À l'époque, les enfants étaient petits et apprendre à la CNV avec eux dans le quotidien, apprendre à les écouter, apprendre à leur dire les choses autrement, ça a été vraiment super précieux pour moi. Est-ce que tu as pu voir ce que ça a changé dans ta vie ? Écoute, je crois que la première chose qui m'a le plus aidée, c'est les repères que ça m'a donné pour ne plus prendre systématiquement les choses contre moi. J'étais assez sensible quand j'entendais des reproches et je me culpabilisais beaucoup et ça me déstabilisait. Et là, je vois que c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre que c'est l'autre qui parle de lui, et puis aussi d'avoir des mots pour pouvoir dire les choses autrement, évidemment que sous forme de reproches, ou du coup de pouvoir oser dire les choses plus facilement. Je crois que ça, c'est vraiment des choses qui m'ont aidée à la fois dans la famille et puis dans mon environnement professionnel et puis amical. Oui, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu travailles sur un programme de politique d'accueil en milieu rural. Est-ce que tu peux me dire un peu de quoi il s'agit ? Oui, alors écoute, donc moi j'ai commencé effectivement à me former en 2006, et puis à l'époque les enfants étaient petits, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai eu l'occasion, en rencontrant des élus dans ma commune, parce que moi j'habite un petit village dans le Beaujolais qui s'appelle Sanves, on est 400 habitants, et quand on est arrivé dans ce village, moi je connaissais pas grand monde, puisqu'on arrivait de l'étranger avec mon mari Pierre. Et, vous étiez où avant ? Ouais, on était en Tunisie à Sousse pendant 3 ans. Et puis on est rentré en France, on savait pas trop ce qu'on allait faire, et moi pour rencontrer des gens et puis m'insérer dans le village, j'ai repris la correspondance de presse du journal local qui s'appelle Le Progrès. C'était l'occasion pour moi de rencontrer des gens, de faire des petits articles, et ça m'a permis du coup de rencontrer des élus, et donc qui m'ont parlé de ce projet d'animation de territoire sur lequel ils cherchaient quelqu'un pour démarrer des choses, et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à rentrer dans cet univers des collectivités locales et des élus que je ne connaissais pas du tout. C'était une belle occasion en tout cas de contribuer à mettre en place un projet sur un territoire, donc sur le Beaujolais. Et c'était comment pour toi justement cette découverte de ce milieu et de quoi il s'agissait précisément ? Eh ben écoute, moi j'ai tout découvert effectivement. Donc au départ c'était des questions qui étaient liées au télétravail, c'est-à-dire et puis c'est en lien avec ce que j'ai développé ensuite. On est un territoire donc à peu près à 1 heure de Lyon, mais c'est quand même la campagne, puisqu'il y a à peu près 80% des villages qui ont moins de 400 habitants. Et il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Lyon tous les jours et qui font des déplacements d'1 heure, 1 heure et demie dans chaque sens tous les jours. Et aujourd'hui, on sait que les usages Internet nous permettent de travailler plus facilement à distance. Et donc l'idée, c'était comme le département du Rhône avait mis en place des bonnes connexions Internet sur tout le territoire, on se disait ça vaudrait le coup d'essayer de développer le télétravail et de permettre à des gens de moins se déplacer ou de travailler à distance de leurs clients. Et donc ça, c'était un projet qui était
menée en fait dans le cadre d'un programme européen. Ouais. Puisque l'Europe finançait ce type de projet, hein, et du coup, il cherchait quelqu'un qui puisse développer ça. Donc, il y avait vraiment tout à créer, évidemment. Et c'est vrai que, voilà, bon, bref, ça a été une opportunité, en tout cas, de pouvoir reprendre ce poste-là. Et en fait, c'était pour éviter la désertification des villages, c'est ça? C'est un peu ça, c'est permettre aux habitants qui habitaient dans le Beaujolais de pouvoir développer d'autres manières de travailler, éventuellement moins se déplacer sur Lyon, et puis aussi permettre à des petites entreprises de venir s'installer à la campagne, donc dans un autre cadre de vie, de quitter la ville pour pouvoir avoir tout en étant capable de travailler à distance, hein, puisque voilà, aujourd'hui, nous, ça a été un petit peu notre parcours finalement, puisque quand on est arrivé à Sanves, dans ce village, on a développé des activités un peu à distance, hein. Pierre, mon mari, donc il est consultant, et lui il disait de toute façon que j'habite à Lyon, à Mâcon ou à Sanves, mes clients je vais les voir, et puis mon bureau il peut tout à fait être dans un village, puisque maintenant j'ai accès à toute l'information par internet, j'ai pas besoin d'aller dans des bibliothèques comme avant. Voilà, puis moi c'est pareil, je faisais un peu de graphisme et des newsletters par exemple pour des clients, donc évidemment je pouvais aussi travailler à distance. Donc on a eu pour nous-mêmes cette expérience de pouvoir se mettre à travailler depuis un petit village, tout en étant connecté au monde, disons, voilà. Et donc, comme on a eu cette expérience-là, c'était de pouvoir effectivement la développer et permettre à d'autres de pouvoir la vivre aussi. Donc, c'est comme ça que le projet a commencé dans le Beaujolais. Et donc aujourd'hui, on a, alors ça fait 10 ans, hein, donc le projet a pas mal évolué, mais aujourd'hui, on essaye en fait d'accompagner des personnes qui, pareil, qui ont envie de quitter la ville, qui sont souvent en reconversion professionnelle et surtout en changement de vie, quoi. Souvent, autour de 30-40 ans ou plus, hein. Ça dépend. Oui, envie de s'installer à la campagne, être plus près de la nature et tout ça, ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait, tout en travaillant, et puis, ou alors avec un projet carrément de reconversion, des gens qui, par exemple, étaient salariés en ville et ont envie de démarrer un projet autour du maraîchage bio ou même reprise de gîtes pour du tourisme, ou des entreprises qui travaillent dans le web, par exemple, hein, qui fabriquent des sites internet et qui ont envie, maintenant qu'il y a des enfants, de plus être dans un 70 mètres carrés à Lyon et d'avoir une grande maison à la campagne avec un jardin et de pouvoir travailler à distance. Donc voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ce type de démarche, et l'idée c'est vraiment de pouvoir les accompagner dans ce changement de vie, à la fois sur leur projet économique, hein, leur projet professionnel, et aussi évidemment sur leur projet de vie. Voilà. Donc pour ça, on a créé ce qu'on a appelé un réseau de villages d'accueil, c'est-à-dire des communes sur le territoire qui ont envie d'accueillir ce type de nouveaux arrivants, pour les aider à s'installer et surtout à s'intégrer. Donc de les accueillir et les permettre de se mettre en relation. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui est mis en place pour justement créer de l'accueil et créer de la relation pour ces nouveaux arrivants? Voilà, alors effectivement, ce qu'on a créé dans les villages d'accueil, c'est ce qu'on a appelé des comités villages, donc des habitants qui habitent le village depuis plus ou moins longtemps, hein, ça peut être aussi des nouveaux arrivants, pour les aider à comprendre et à comment ça fonctionne dans un village, parce que c'est vrai que quand on vient de la ville, on n'a pas forcément les mêmes codes et les mêmes réflexes qu'en milieu rural, et parfois les gens avaient du mal à s'intégrer et puis du coup repartaient en ville. Et donc là, l'idée c'est vraiment de pouvoir les accueillir et puis leur expliquer, ou en tout cas leur permettre de comprendre comment ça marche localement. Par exemple, je donne un petit exemple, à la campagne, on aime bien quand les nouveaux arrivants ils passent en mairie pour se présenter, puis pour dire qui ils sont, et c'est vrai que c'est pour les habitants qui viennent dans les fêtes de village, hein, par exemple dans le Beaujolais il y a les conscrits, et puis en même temps quand on vient de Lyon, on n'a pas forcément le réflexe de se dire je vais passer en mairie pour me présenter. Voilà, à Lyon c'est pas des usages en ville forcément qu'on a, donc là l'idée c'est de pouvoir aussi évidemment leur présenter les activités qui existent dans le village pour les enfants, les gardes d'enfants, les services ou les médecins, les courses, toutes les choses un peu pratico-pratiques pour pouvoir se sentir à l'aise en fait, hein, quand on arrive dans un village. Moi je me souviens quand je suis arrivée, on était dans le village, puis il y avait évidemment il y a moins de passants dans les rues qu'en ville. Et puis à un moment donné, je voyais à 8h30 arriver plein de voitures avec des parents qui emmenaient leurs enfants à l'école.
Et puis je me disais, mais enfin, ils habitent où, tous ces gens, ils viennent d'où? Voilà, dans la rue, il y a personne, je sais pas où ils habitent, je comprenais pas comment ça fonctionnait, quoi. Et du coup, voilà, on se disait, c'est de pouvoir petit à petit, en tout cas, plutôt que de faire ce travail-là par soi-même, de pouvoir être soutenu, accompagné par des gens qui habitent le territoire et donc qui sont en capacité de répondre aux questions et puis d'aider les gens à comprendre comment ça fonctionne localement. Voilà. D'accord. Et alors, si on revient au sujet qui nous intéresse, la communication non violente, comment pour toi la communication non violente a pu être un soutien ou une aide justement dans ce projet, dans ce programme ou dans cet accueil, ou qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, écoute, déjà dans la constitution des comités villages, le fait de pouvoir permettre, aider les personnes des comités à se mettre en empathie avec des gens qui arrivent de la ville et à sortir peut-être des préjugés qu'ils pouvaient avoir sur des personnes qui arrivent et qui franchement ne font aucun effort ou ne comprennent pas qu'il faut, c'est quand même évident par exemple qu'il faut passer en mairie, qu'il faut venir au conscrit. Et donc les aider à se mettre à la place de l'autre et puis à imaginer ce que peuvent vivre des gens qui ne connaissent personne et qui arrivent et voilà qu'est-ce que ça peut faire d'arriver et d'être différent, voilà, sortir un peu de ses préjugés et se mettre en relation finalement avec les personnes qui arrivent. Donc ça, c'est vrai que les questions d'accueil, c'est des choses assez profondes, parce que voilà, voir arriver quelqu'un dans son village et qui débarque alors que moi j'habite là depuis toujours, c'est un peu déstabilisant aussi. Et du coup, moi ça m'a permis à la fois de comprendre ce que pouvait vivre un habitant de souche qui habite un village et qui tout à coup a l'impression de se sentir dépossédé. Voilà. Et puis aussi de les aider à comprendre ce que peuvent vivre des nouveaux arrivants. Et donc c'est vrai qu'il y a eu des beaux échanges qui ont pu se faire où les comités villages et les personnes en tout cas de ces villages les aider en fait à prendre conscience de cette de ce lien et puis de cette différence de cette capacité en fait à se remettre en lien avec des gens qui arrivent. Ouais, mais ça veut dire que tu as déjà d'abord une première étape rencontré les personnes qui vivent là et qui étaient prêtes à participer au comité d'accueil. Comment ça se passe en fait? Alors, en fait, on a beaucoup, les comités villages, ils sont beaucoup constitués aussi des élus locaux, Donc, donc il y a affaire aussi avec les élus. Bien sûr, c'est les maires ou des conseillers municipaux qui sont d'abord qui décident et qui choisissent de devenir village d'accueil, puisque c'est quand même un programme qui est animé par les collectivités territoriales, ce qu'on appelle les communautés de communes aujourd'hui. D'accord. Donc c'est quand même un choix politique de la commune de rentrer dans cette démarche et de choisir, d'accueillir, de rentrer dans ce programme. Et donc leur rôle, il est double au village, je le dis quand même parce que c'est important. Oui. Ils ont à la fois une mission de faire de ce qu'on appelle de la veille sur des opportunités d'installation dans le village. Donc par exemple, c'est-à-dire ça veut dire un commerce à reprendre, ça veut dire des locaux qui sont vides aujourd'hui, tu sais, par exemple dans un village il pouvait y avoir une boulangerie, puis aujourd'hui c'est plus viable économiquement d'avoir une boulangerie dans un petit village parce que les usages de consommation ils ont changé, on va au supermarché ou alors on va à la ville. Et donc il y a plein de locaux vides dans les villages ou des bâtiments à reprendre, des fermes, des bâtiments d'artisanat, etc. Donc en fait leur rôle c'est d'essayer d'identifier, de voir quelles sont ces opportunités d'installation, ces lieux qui existent et qui dorment aujourd'hui dans les communes parce que plus personne ne les utilise et il n'y a plus d'activité dedans, pour pouvoir en refaire, non plus le voir comme quelque chose qui est pesant pour la commune, mais comme un potentiel pour une nouvelle activité, quelqu'un qui va pouvoir installer quelque chose de nouveau dans ces locaux ou dans ces lieux qui aujourd'hui ne sont plus en vie, quoi. Voilà, donc ça c'est quand même déjà important parce que ça leur permet de tout à coup de retrouver une forme de dynamique et peut-être d'espoir que c'est possible de réinventer des choses et des petites activités de proximité dans les villages. Donc voilà, ça c'est, puis évidemment entendre les besoins aussi, parce que par exemple quand on a un ancien presbytère ou une ancienne école et on ne sait pas quoi en faire, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut inventer là-dedans, de quoi on a besoin, par exemple je sais pas, de l'artisanat d'art ou bien d'autres types d'activités qui pourraient refaire vivre en fait des lieux dans les villages. Donc ça c'est déjà une première chose. Et puis la deuxième, effectivement, c'est de pouvoir accueillir et accompagner les personnes quand elles arrivent. Donc ça c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est leur rôle d'habitants accueillants. Voilà. D'accord.
Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, il y a 52 villages d'accueil sur le pays beaujolais, ce qui est 52 villages, pas mal. Ouais, 52 qui sont rentrés dans cette démarche, qui ont créé donc un comité village, donc avec des élus puis aussi des habitants, les deux, et qui donc font cette veille et puis qui contribuent à accueillir les personnes sur le territoire. D'accord. Et tu parlais d'un événement qui a eu lieu le 25 mars, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que cette démarche de village d'accueil, d'habitants accueillants, ça fait quelques années maintenant qu'elle est en place. Et donc, moi j'avais envie qu'on puisse se retrouver tous les villages, enfin tous ceux qui le souhaitaient en tout cas, pour faire un peu un bilan et puis surtout voir qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour progresser dans notre capacité d'accueil, dans notre capacité de faire de la veille, comme on a dit, de mobiliser aussi les habitants dans les villages, de sensibiliser les habitants à cette démarche-là. Et donc, on a fait un grand rendez-vous le 25 mars, donc, dans un des villages du territoire, où tous les villages qui le souhaitaient, enfin toutes les personnes évidemment des villages qui le souhaitaient, des comités villages donc pouvaient participer. Et donc moi je leur ai proposé de travailler avec la sociocratie, certains peut-être de nos auditeurs. Alors est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est la sociocratie, parce que je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que ça recouvre. Écoute, c'est un outil, pour faire très rapide, parce que je ne vais pas présenter la sociocratie dans son ensemble, mais en tout cas, c'est la capacité à travailler en intelligence collective, c'est-à-dire de se mettre ensemble par petits groupes autour d'un sujet et de construire ensemble, de co-construire des propositions. Voilà, donc c'est vraiment c'est un processus qui permet à des personnes de travailler ensemble et de contribuer ensemble à créer des propositions autour d'un sujet. Donc là, on avait des ateliers de travail autour de différentes thématiques autour de l'accueil. Donc par exemple, un atelier autour de comment mieux mobiliser les habitants dans les villages, mieux les sensibiliser à cette démarche de l'accueil, comment mieux accueillir les nouveaux arrivants, comment aussi mieux sensibiliser dans les villages autour de la veille. Par exemple, on a plein de maisons vides aussi dans les villages souvent, et on ne sait pas très bien comment sensibiliser les propriétaires pour qu'ils puissent éventuellement louer ou vendre leurs biens. Donc il y avait tout un atelier autour de cette réflexion-là, et puis aussi requalifier certains bâtiments qui aujourd'hui, ou certaines maisons qui sont pas forcément très attractives dans les villages, et comment on peut les faire évoluer pour recréer des choses qui sont plus adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Donc on avait 5 ateliers thématiques, et on a proposé aux personnes de travailler avec ce processus de co-construction, d'intelligence collective que permet la sociocratie. Et la communication non violente, j'imagine, parce que je sais que la sociocratie, on a pas mal de formateurs qui travaillent avec la communication non violente comme outil de communication avec la sociocratie. C'est ça, donc en fait... là, c'était vraiment l'enjeu, c'était de leur proposer de vivre cette co-responsabilité autour des enjeux du territoire, c'est-à-dire de pouvoir être proactif dans de quoi on a besoin pour avancer, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble, et de rentrer dans une démarche où ensemble on réfléchit à nos enjeux, au devenir de nos villages, parce que c'est souvent des questions qui sont pas tellement échangées. Les villages entre eux, habituellement, ils se rencontrent pas forcément. Les personnes se connaissent amicalement, mais en même temps, on réfléchit pas forcément ensemble à ces enjeux qui finalement auxquels ils sont tous confrontés chacun, mais chacun se débrouille un peu tout seul. Voilà, donc là, l'idée c'était de se retrouver pour partager autour de ces enjeux-là et pour pouvoir ensemble réfléchir à qu'est-ce qui pourrait nous aider, nous soutenir pour avancer. Voilà, et donc c'est vrai que pour moi c'était un peu un risque que je prenais de proposer de travailler de cette manière-là, dans cette énergie-là. Pourquoi c'était un risque ? Parce que dans les collectivités aujourd'hui, c'est des outils, la communication non violente ou la sociocratie, qui sont pas du tout connus. On est vraiment dans un environnement, j'allais dire, très classique, puisque des élus locaux, c'est pas forcément des personnes qui sont un peu en recherche, comme nous on peut l'être. Et du coup, c'était très loin de leurs habitudes de travail habituelles. Moi, les réunions de travail sur le territoire, on est vraiment en mode c'est celui qui parle le plus fort qui prend la parole. Il y en a qui il n'y a pas des tours de parole. Ouais, chacun s'écoute en fait.
Pas du tout, il n'y a pas d'écoute, on est vraiment dans des systèmes de réunion très classiques. Et puis voilà, le pouvoir politique, et c'est beaucoup celui qui a le plus de grades qui a raison, et les autres sont peut-être plus éteints. Enfin bon, je caricature un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout des outils d'animation qui sont habituellement D'accord, donc c'était vraiment une première, ce séminaire, avec cette proposition que tu faisais. Tout à fait. Et par exemple, le fait de faire tourner la parole en cercle, c'est des choses qu'ils découvraient complètement, quoi, qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de pratiquer. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Et je vois que, les gens étaient assez interpellés et touchés par, par la manière dont on a travaillé, ce que ça a permis, et de partage aussi, d'écoute, des choses auxquelles ils n'étaient pas habitués. Hein. Donc ça, combien de personnes il y avait à ce séminaire? On était 60. D'accord. Voilà, donc il y avait des ateliers entre 6 et 10, quoi. Et effectivement, c'était vraiment une première expérience pour moi d'oser proposer ça, en tout cas dans cet environnement. D'accord. Et ce qui en est sorti alors pour les personnes qui ont participé? Eh ben, plein de bonnes idées, plein de propositions. Que maintenant on est dans une phase où on va justement essayer de les expérimenter. Hein, donc, par exemple, je vais te donner un peu des exemples. Sur l'accueil des nouveaux arrivants, certains ont dit on pourrait profiter de rencontres comme la fête des voisins, par exemple, justement, qui est fait pour ça, pour parler des questions d'accueil et de comment je me suis sentie accueillie ou pas sur un territoire en arrivant, dans le village, je veux dire, ou comment nous, on voit les nouveaux arrivants qui arrivent si on est un ancien, hein, par exemple. Voilà, donc d'autres qui disent comment mobiliser aussi les habitants, se servir des associations qui existent sur le territoire ou dans les villages, comment les secrétaires de mairie aussi, par exemple, elles peuvent avoir un rôle pour repérer les nouveaux arrivants ou repérer peut-être des biens à vendre ou des choses parce qu'elles sont au cœur de plein d'informations. Donc on a imaginé en fait, ils ont imaginé ensemble, quelles étaient les personnes ressources, les lieux ressources sur lesquels on pouvait aussi s'appuyer pour faire progresser cette démarche d'accueil dans les villages. Je suis impressionnée parce qu'en effet, c'est pas une démarche habituelle et en milieu rural de pouvoir déjà que les personnes soient réunies, soient ensemble et réfléchissent ensemble à ce qu'elles veulent faire pour leur territoire. Mais alors justement, comment la CNV a pu t'aider, toi, dans ta posture, travaillant avec des élus, travaillant dans le milieu rural? Comment ça se passe pour toi? Alors, ouais, tout à fait, parce qu'effectivement, moi, au quotidien, je travaille bien sûr avec les villages d'accueil, mais je travaille donc avec des élus, évidemment. Je travaille aussi beaucoup avec, par exemple, les chambres de commerce, chambres de métiers, ou chambres d'agriculture, avec des coopératives d'activité. Donc il y a pas mal de partenaires sur le territoire ou des clubs d'entreprise, hein, puisque pour pouvoir mener à bien ce programme d'installation, d'accompagnement d'installation de porteurs de projets, je suis aussi en lien. Alors, ce qu'on appelle les porteurs de projets, c'est donc ces personnes qui ont un projet et qui veulent quitter la ville pour s'installer à la campagne. Ouais. Donc moi, je suis en lien avec toutes ces personnes-là et tous ces réseaux-là. Et c'est vrai que je vois que dans ma posture, la CNV m'a aidée pour plusieurs choses. Et la première, en fait, c'est, je crois que c'est dans la manière de regarder les personnes. Hein. On est dans un univers, alors je le rappelle encore une fois, mais qui est très classique, qui n'utilise pas du tout ce type d'outils. Donc des structures qui sont assez cloisonnées, qui peuvent parfois être vécues comme des concurrentes les unes pour les autres. Hein. Par exemple, entre les chambres ce qu'on appelle les chambres consulaires, donc chambres de commerce, chambres de métier, et les territoires, c'est pas toujours facile de coopérer. Et donc moi, j'ai vraiment à cœur de créer de la coopération justement et puis de la confiance entre les personnes. Et déjà dans ma manière de regarder les personnes, d'être attentive, par exemple quand je fais un mail, demander à la personne de réagir, qu'est-ce qu'elle propose, est-ce que ça lui convient, c'est pas forcément des habitudes, puisqu'on est souvent sur des manières d'écrire qui sont très administratives, formalistes dans cet environnement. Donc déjà, il n'y a pas du tout de connexion ou de exactement. Ouais, il n'y a pas du tout d'attention et de connexion naturelle, pas naturellement, mais habituellement, disons, entre les personnes. Ouais. Donc déjà ça, je trouve que ça crée, en tout cas, de la confiance et de l'envie
contribuer et de se remettre en lien avec l'élan du cœur, voilà, dont on parle en CNV. Oui. Et je vois que vraiment, voilà, même si les personnes ont pas du tout conscience de ça, des outils que moi je peux proposer, enfin, c'est pas des outils, mais en tout cas une posture un peu différente, je vois que tout à coup ça les remet en lien avec l'élan du cœur, quoi, voilà, de coopérer, de contribuer, parce que elles sont prises en compte, elles sont, voilà, il y a de l'attention pour elles, et j'essaye vraiment d'être attentive et de prendre soin des personnes le plus possible dans mes relations professionnelles. Voilà. D'accord, donc de changer le regard, et donc c'est dans ta façon aussi de les accueillir, donc ouais. en n'ayant plus de préjugés ou ouais, d'images particulières sur leur façon de faire. Voilà, alors moi, ça me demande parfois un petit travail d'auto-empathie aussi, parce que moi aussi j'ai des étiquettes et puis parfois ce qu'on appelle des images d'ennemis en CNV. Et par exemple, quand je dois téléphoner à la directrice en charge de la gestion des fonds européens, parce que voilà, moi cette image des gestionnaires fonctionnaires, ça me stimule pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose pour moi que je vis comme un peu rigide, et moi j'ai besoin aussi voilà, d'être prise en compte, d'avoir dans mon travail, j'ai besoin de souplesse, j'ai besoin aussi de confiance, voilà, d'un certain nombre de choses qui sont pas toujours entendues forcément quand on est dans un cadre très rigide de financement européen, par exemple. Et donc je sais que quand je suis en lien avec ce type de personnes, avant de décrocher mon téléphone, j'essaye vraiment de prendre un temps pour me remettre en lien avec la personne humaine qui est derrière l'étiquette, quoi, voilà, et de me dire, mais Edith, c'est une personne, voilà, mets-toi en lien avec la personne, et vraiment je prends un petit temps de centrage souvent avant de le faire, et puis je vois que du coup ça m'aide aussi quand j'ai pris le temps aussi d'accueillir et puis de traduire toutes ces étiquettes, voilà, dans mes besoins de coopération, de confiance, de souplesse, de prise en compte aussi, et du coup j'arrive à lui dire les choses, enfin, c'est-à-dire voilà, à me mettre en lien en fait avec les personnes, avec la personne qui est en face de moi au téléphone par exemple, et puis je vois que du coup ça permet de changer d'énergie aussi, et de parler plus, voilà, de ce qui est important pour moi, de ce dont j'ai besoin, plutôt que d'être dans ce cadre, voilà, assez rigide et formaliste dans lequel je travaille, et dans lequel, voilà, je suis évidemment, appelée à travailler. Oui, je vois régulièrement, en fait. Ouais, c'est chouette parce que du coup, je vois que ça permet quand même de l'écoute et puis de trouver peut-être des stratégies qui permettent aussi de prendre en compte notre réalité. Moi, ce qui est compliqué pour moi, par exemple, c'est que voilà, j'ai toujours l'impression, et ça c'est vraiment une impression, que ils ont du mal, enfin ces gestionnaires, à prendre en compte la réalité de ce qu'on vit sur le territoire quand ils nous font des demandes qui sont plutôt des exigences, de cadres assez formalistes. Et pour moi, ça me stimule beaucoup parce que j'ai aussi besoin, voilà, d'être prise en compte. Et donc, j'essaye vraiment de leur partager ce qui se passe pour nous sur le territoire et notre réalité, voilà, pour qu'ils puissent aussi mieux l'appréhender et puis voir comment on peut, voilà, mettre de la coopération en place et peut-être pas assouplir des règles, mais en tout cas permettre, voilà, de donner du sens aux règles aussi qui sont imposées entre guillemets par le cadre européen. Donc ça c'est un petit exemple, évidemment. mais un exemple qui est parlant quand même. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, pour moi, c'est important de voilà, quel regard je pose sur mes collègues et sur entre guillemets, voilà, ces images d'ennemis que je peux avoir à l'intérieur de moi, du système, voilà, qui me semble tellement rigide à première vue, quoi. Et oui. Et il y a d'autres choses qui t'aident aussi avec la communication non violente dans ta posture, dans ton quotidien et dans ton travail? Alors, ce que je vois aussi qui est une vraie ressource pour moi dans le milieu professionnel, c'est de rester sur des observations. Par exemple, je vois que voilà, j'essaie de pas écouter les interprétations ou les évaluations que j'entends, de pas me polluer les oreilles avec ça.
par exemple, quand j'entends un collègue qui me dit, oh bah celui-là on peut pas lui faire confiance, qui du coup crée, voilà, quelque part de la tension ou de la méfiance, hein, vis-à-vis de personnes, voilà, qui sont évaluées en étant celui-là, par exemple, on peut pas lui faire confiance. J'essaye vraiment de revenir, d'inviter en tout cas mes collègues à revenir à des observations, et quand j'entends des choses comme ça, par exemple, mais j'essaie de dire, mais c'est quoi les faits, voilà, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait qui fait que tu dis ça aujourd'hui, et j'essaye vraiment, voilà, de pas écouter, de pas croire tout ce qu'on se raconte les uns sur les autres, mais moi de rester d'essayer d'aller chercher des informations sur les faits, les observations, et puis d'inviter mes collègues à le faire aussi, quoi, pour pouvoir sortir, voilà, de ces énergies où on est sans cesse, voilà, en défiance les uns par rapport aux autres, et en méfiance parce que, voilà, dans ce type de système où on est, voilà, en train de sans cesse de s'évaluer ou de se juger, quoi. Oui, ou très vite aller dans des interprétations, Ouais, c'est ça. Et ça, je vois que rester sur des observations, pour moi, c'est vraiment quelque chose de ressource. Et j'ai envie de raconter un petit exemple, du coup, tu veux bien, par rapport à ça? Volontiers. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des exemples concrets. Ouais, voilà. Donc, je me souviens une fois, j'avais proposé à une personne, donc, qui avait un projet de gîte, je crois, qui était un projet de gîte, gîte, voilà, de reprendre un gîte dans un village, d'aller rencontrer donc le maire et son adjointe du village, pour parler de son projet. Donc, ils avaient un rendez-vous dans le village. Moi, j'y assistais pas. Et puis, suite au rendez-vous, j'ai rappelé la personne qui avait ce projet, et je lui dis, alors, comment ça s'est passé le rendez-vous? Elle m'a dit, oh, mais en fait, mon projet les intéresse pas. J'ai dit, ah bon, mais je suis assez étonnée parce que moi j'avais plutôt le sentiment, le maire m'avait dit que ça l'intéressait, donc je comprends pas. Il dit non, j'ai bien vu que mon projet n'intéressait pas, voilà, le rendez-vous s'est pas forcément très bien passé. Alors, elle a pas su me dire plus que ça, et du coup, moi j'étais assez surprise, et j'ai rappelé du coup l'adjointe au téléphone. J'ai dit, mais enfin, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé à ce rendez-vous, pourquoi elle me dit qu'elle était mal à l'aise, et que elle avait eu l'impression, en tout cas, que son projet ne vous intéressait pas. Elle disait, le maire, voilà, la regardait pas vraiment en face, il détournait le regard, c'est ce qu'elle m'avait dit au téléphone. Et donc, quand j'ai dit ça à l'adjointe, elle a éclaté de rire, elle a dit, mais non, c'est pas du tout ça. En fait, le maire, il est arrivé avec un quart d'heure de retard au rendez-vous, et il était mal à l'aise d'arriver en retard. Voilà. Donc, je vois que, voilà, ce type d'interprétation où la personne le fait, voilà, le maire, il était mal à l'aise d'arriver en retard, donc il la regardait pas vraiment en face, et elle l'a pris contre elle en disant, il est pas à l'aise avec mon projet. Voilà, ce type de choses, bon, alors qui arrive évidemment tout le temps, mais je me dis, voilà, c'est là où moi j'essaye d'aller chercher du coup les faits, d'essayer de comprendre, voilà, les observations, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, pour essayer de dénouer les interprétations et recréer le lien, voilà, quand il était coupé à cause de ça. Voilà. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un exemple. Puis je vois qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes et qui tournent autour de, voilà, encore une fois, démélanger besoins et stratégies. Et ça, c'est des choses aussi que j'ai pu observer, par exemple, dans les petits villages. Il y en a beaucoup qui ont un seul commerce, ce qu'on appelle le dernier commerce, dans les villages. Donc souvent c'est un bar-restaurant, voilà, c'est le dernier commerce qui a survécu, qui a encore des clients, voilà, et du coup, et c'est souvent des lieux qui sont super importants pour les villageois, parce que voilà, pour la convivialité, c'est du lien, voilà, pour la convivialité, c'est ça, créer du lien, garder le lien, et puis être en relation avec les uns et les autres. Donc les élus souvent sont très attachés au dernier commerce dans leur village, et en même temps on voit bien que le modèle économique, si je parle comme ça, mais le modèle économique des commerces, ils sont fragiles, parce que quand il y a 2 bars-restaurants dans 2 villages qui sont à 5 kilomètres les uns des autres, on sait bien qu'aujourd'hui c'est compliqué pour les gérants des
des commerces de gagner leur vie, hein, tu vois, parce que ils font un peu concurrence les uns aux autres parce qu'ils sont trop rapprochés. Puis dans les villages, il y a plus suffisamment d'habitants qui viennent y manger, donc c'est aussi des touristes ou des ouvriers qui circulent sur le territoire qui viennent déjeuner. Alors c'est sûr que voilà, ça permet d'avoir des clients, et en même temps, quand on a 5 ou 6 commerces dans 5 ou 6 villages qui sont à 10 kilomètres à la ronde, voilà, les modèles économiques en fait ils tiennent pas la route, et du coup les gérants parfois ça fait des drames aussi, parce que ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à dégager suffisamment d'argent pour vivre. Donc c'est un sujet très sensible parce que à la fois c'est un lieu qui permet vraiment de vivre cette convivialité dans un village. Donc les communes sont attachées à ce commerce, et en même temps le modèle est fragile. Et donc moi, ce que je dis aux élus, quand on travaille sur le dernier commerce d'un village, c'est dire, OK, pour vous, ce commerce, voilà, en fait, je leur reformule les besoins qui sont derrière, en leur disant, c'est important, ce commerce, c'est ça, c'est une stratégie, c'est un outil qui permet de vivre la convivialité, voilà, dans le village. Ce qui est important, c'est d'avoir des stratégies, des moyens de vivre cette convivialité. Après, ça peut passer peut-être par d'autres outils et d'autres stratégies que le commerce, si le commerce il est plus viable. Donc voilà, c'est comment les aider en fait à passer effectivement d'une stratégie à nommer nos besoins, qu'est-ce qui est important, et comment on peut peut-être vivre autrement les besoins de convivialité que à travers ce dernier commerce, si le commerce en fait n'est plus une bonne stratégie pour le village, parce que voilà, le modèle économique ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est les aider vraiment à faire ce chemin-là pour démélanger, disons, et puis leur permettre d'ouvrir aussi la vision d'un autre possible, et de ne pas rester complètement accroché à une stratégie qui a ses limites, et qui peut même avoir des limites difficiles, et de pouvoir ouvrir en fait à plein d'autres possibilités. Et tout à fait. Et ça, je vois qu'en t'entendant, je vois comme c'est important, et surtout auprès d'élus où on a tendance à s'accrocher à une stratégie sans voir qu'il est possible de faire autre chose. Ouais, tout à fait, et ça a des conséquences quand même, voilà, quand on est, parce que de fait, tous ces commerces, il y a des choses à réinventer, voilà, puis les porteurs de projets, les personnes en tout cas qui arrivent de la ville, elles sont pleines d'idées et pleines de ressources aussi, et du coup c'est important effectivement d'arriver pour pouvoir aussi inventer des nouvelles choses dans les villages, de pouvoir effectivement rester ferme sur les besoins mais souple sur les stratégies pour le coup, vraiment quoi. Et ça c'est vraiment des choses importantes. Voilà. Et puis je vois qu'aussi c'est en lien finalement avec encore une chose que j'avais envie de partager, c'est comment reprendre localement nos responsabilités. C'est-à-dire que je vois que aujourd'hui les élus dans les villages, ils ont eu plutôt une posture de gestionnaire. Voilà, ils reçoivent des dotations de l'État ou des communautés de communes pour le fonctionnement et les services et les compétences qu'ils doivent exercer dans les communes. Donc ça, c'est la manière dont on est organisé en France au niveau des services de l'État. Et donc aujourd'hui, on en a un peu parlé dans la presse. J'imagine que les auditeurs ils savent un peu de quoi je vais parler là. Il y a une baisse de dotation de l'État. Donc les communes, il y a moins en moins de subventions. Voilà, c'est ça. Donc les maires, ils sont confrontés à comment on maintient les services. Alors et puis les ressources financières qui permettent de garder des services, des compétences et des choses auprès des habitants. Et un service public en fait. Voilà, un service public, alors qu'il y a de plus en plus de moins en moins de dotations et de subventions de l'État, par exemple. Et donc, je vois que dans les villages, évidemment, c'est des choses qui sont douloureuses. Et le premier réflexe, évidemment, c'est un réflexe un peu de doléance, de dire, de toute façon, l'État nous abandonne, dans 10 ans, on est mort, on n'aura plus de commerce, on n'aura plus d'école, du coup, il y aura plus de familles qui viendront, et puis, entre guillemets, c'est de la faute de l'autre si on va pas bien, et tant que l'État ou les collectivités ne s'occupent pas de nous et ne s'intéressent pas à nous, et tant qu'ils nous prennent pas en charge, en gros, voilà, on peut rien faire, on est foutu et on va mourir, quoi. Voilà, donc ça, bon, on entend beaucoup ce genre de discours aussi à la radio, dans les médias, et donc, moi, je me rends compte que
un des travaux que j'essaye de faire aussi avec les élus locaux, c'est leur dire mais qu'est-ce que vous pouvez faire vous à votre échelle, à votre niveau, pour prendre entre guillemets prendre en main votre destin, quoi, enfin reprendre votre responsabilité localement. Bien sûr que vous n'avez pas forcément de pouvoir sur le montant des dotations que l'État va vous donner, mais qu'est-ce que vous pouvez faire localement, voilà, pour vous prendre en main et être responsable de votre village, quoi. Et donc changer cette énergie-là pour les aider aussi à reprendre leur pouvoir, en fait. Oui, et puis à faire leur part, en fait, même si elle est plus petite, mais arriver exactement, leur part à eux. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et moi, ce travail, je vois que c'est des choses souvent importantes. Et je me souviens dans un village, pareil, on était dans ce type d'énergie, un peu de doléance. Et à un moment donné, donc quand je leur disais, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, localement, et donc ils ont commencé à se dire, mais après tout, si bon, c'était sur la question des commerces qui étaient en train de mourir et que dans 10 ans il n'y aurait plus de commerce dans le village, je leur disais, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire déjà nous à notre échelle, et donc ils disaient, déjà on pourrait rencontrer les commerçants actuels, et ils ont proposé du coup une rencontre avec tous les commerçants du village, il y en avait 5 ou 6, et pour pouvoir échanger sur le devenir des commerces dans le village, et puis comment ils pouvaient se soutenir, et les commerçants en fait étaient super contents parce que c'était la première fois que la mairie leur proposait cet espace d'échange et de réflexion ensemble sur comment se soutenir pour pouvoir continuer, quoi. Et c'était la première fois qu'ils le faisaient. Ils avaient jamais pensé à le faire avant, voilà. Et de là est né des choses très importantes pour le village parce que, par exemple, il y avait un proxy, une épicerie de proximité qui était fermée et ils cherchaient absolument à retrouver un gérant pour ce commerce-là et ils trouvaient pas. Et donc ils ont cherché ensemble et ils ont plutôt imaginé, plutôt que de recréer un commerce fixe à plein temps avec quelqu'un, un gérant pour le tenir, ils ont proposé au village d'à côté, enfin en fait à l'épicier d'un village un petit peu plus loin, de venir faire des permanences dans leur village à eux, à mi-temps. Et pour l'épicier, en fait, c'était vraiment une solution gagnant-gagnant, parce que l'épicier dans le village d'à côté, pareil, il n'avait pas un gros chiffre d'affaires, quoi, parce que c'est pareil, les épiceries de proximité dans les villages, c'est pareil, c'est des modèles économiques qui sont un peu compliqués et qui marchent pas très bien. Et donc pour l'épicier, il était super content parce que ça lui permettait du coup de retrouver une clientèle dans un autre village, donc de renforcer son chiffre d'affaires. Et pour le village, j'aime mieux pas dire les noms, parce que je préfère garder du coup la confidentialité. En même temps, c'est une initiative qui serait intéressante à partager, mais bon, qu'on ne dise pas le nom du village, je peux comprendre, mais je trouve que c'est tellement intéressant comme initiative et comme façon de pouvoir faire ensemble et trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, que je suis même impressionnée. Je trouve ça super comme initiative. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça a permis en tout cas à 2 villages de retrouver un service d'épicerie de proximité au moins à mi-temps, puisque maintenant aujourd'hui il fait un mi-temps dans le premier village, un mi-temps dans le deuxième village, et puis pour le commerçant de renforcer son chiffre d'affaires sur 2 villages au lieu d'un, quoi. Et aujourd'hui c'est des choses qu'on réfléchit beaucoup, on retrouve cette espèce d'itinérance qu'on avait perdue, qui existait il y a longtemps. Voilà, vous savez, les commerces itinérants qui passent dans les villages. Oui, moi j'ai connu ça. Je suis pas si vieille, mais j'ai connu ça quand j'étais petite, que j'allais dans Lyon, et il y avait, la camionnette qui passait. Exactement. Voilà, ça s'était pas mal perdu ces dernières années. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver un petit peu ça. Il y a beaucoup de projets qui démarrent autour de l'itinérance, mais qui sont du coup aussi en lien avec. On essaye de développer vraiment les produits, enfin les circuits courts, ce qu'on appelle les circuits courts. Donc voilà, travailler avec les producteurs locaux et puis permettre aux producteurs locaux, du coup les commerçants retrouvent un rôle de promotion et de vente des produits locaux. C'est ça, Voilà, et puis il y a évidemment aussi la capacité avec aujourd'hui l'informatique, l'internet, d'avoir des sites, donc il y a de plus en plus de petites épiceries de proximité, voilà, qui aujourd'hui travaillent vraiment avec les producteurs locaux, deviennent des lieux de vente des produits locaux et de promotion des produits locaux. Il y en a qui font on peut faire des commandes en ligne par exemple et puis venir chercher son panier. Enfin, c'est des choses comme ça qui se développent et qui permettent à la fin, de retrouver
disons, une nouvelle dynamique dans les épiceries de proximité et aussi de soutenir les producteurs locaux dans la vente, parce que voilà, une chose qu'on a observé aussi sur le territoire, c'est que les producteurs, en fait, ils passent beaucoup de temps à faire du commercial, hein, parce que voilà, par exemple, quand dans mon village, il y a un certain nombre de fermes qui font de l'élevage et qui ont des chèvres, par exemple, qui font du fromage de chèvre. Oui. Et aujourd'hui, on voit que voilà, s'occuper de son cheptel, faire la traite, fabriquer les fromages, c'est un boulot énorme. Et quand il faut aussi faire les marchés et aller vendre, on voit que les producteurs aujourd'hui, ils sont épuisés, voilà. Et pouvoir recréer, disons, un vrai partenariat avec les commerçants, voilà, parce que c'est pas le même métier. Un producteur, c'est un producteur, c'est pas un commerçant. Et donc, comment les commerçants peuvent en fait vendre les produits des producteurs locaux, parce que c'est leur métier, ça soulage les producteurs et puis ça permet aussi aux commerçants de vendre et de promouvoir les produits locaux. Et aujourd'hui, il y a une vraie demande, hein, clairement, d'achat de produits de qualité et de produits locaux. Et donc, on a recréé complètement sur le territoire des circuits d'achat et de vente en circuit court, justement, auprès entre les producteurs locaux et les commerçants du territoire. Voilà, c'est des choses aussi qu'on a mis en place à l'échelle territoriale, hein, mais du coup qui sont quand même des programmes et des projets qui sont intéressants et qui vont dans le sens évidemment de la transition, de retravailler localement, de recréer de l'économie de proximité qui soit vivante et dynamique, hein, et qui corresponde aussi aux besoins et aux enjeux d'aujourd'hui, quoi, hein, sur ces questions de développement durable et de transition. Ouais. C'est passionnant tout ça. C'est vraiment et je vois comment la CNV peut te soutenir aussi dans ce travail. Et en même temps, tu es aussi formatrice. Tu continues aussi à faire des formations. Ouais. Alors écoute, en parallèle à ce que tu fais sur le terrain, c'est énorme. Alors ça peut être une raison pour toi, je ne sais pas, mais c'est. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas à plein temps, hein, sur cette mission-là, et donc j'ai un petit peu de temps pour faire des formations. Et c'est vrai que c'est un choix pour moi d'avoir gardé mon poste de salarié, hein, donc sur le territoire, tout en donnant des formations. Pour moi, je le vis un peu comme une respiration, c'est-à-dire que dans mes stages, du coup, je peux partager plein de choses que je vis aussi dans mon travail, et ça me permet du coup d'avoir des exemples vivants et de pouvoir aussi avoir cette posture où moi aussi, quelque part, je travaille et je suis sur comment dire, les mains dans le cambouis, j'allais dire, voilà, des gens qui sont dans des engagements professionnels, et puis du coup de pouvoir, quand je suis en stage, partager ce que je vis dans mon travail, et puis d'animer des stages, c'est aussi une nourriture pour moi qui me permet de me remettre en lien, voilà, avec tout ce qui est tellement important pour moi, et puis ça me redonne de l'énergie, voilà, pour retourner, entre guillemets. Oui, parce que ça te remet dans le processus de la communication non violente, le fait de le transmettre, on est au cœur du processus et ça permet de le revivre, de le goûter pleinement, pour après pouvoir travailler sur le terrain. Sur le terrain. Où l'environnement n'est pas spécialement ouvert à ça, porteur, porteur. Là-dessus, quoi. Et pour moi, c'est une vraie respiration en fait, parce que l'un nourrit l'autre. Et moi, quand je vais animer un stage, je suis super contente parce que voilà, ça me permet de changer de posture et puis du coup de regoûter au processus. Et puis après, je suis contente de retourner sur le terrain pour pouvoir encore une fois continuer d'expérimenter ce processus et puis me le coltiner, quoi. Voilà, avec mes collègues, avec les gens sur le territoire. Et là, j'ai vraiment l'impression de contribuer aussi au changement social, à œuvrer à ça sur le terrain, quoi. Et c'est important pour moi d'avoir les deux dimensions, les deux postures. Voilà. Après, c'est pas forcément complètement équilibré dans mon rythme, et j'essaye de trouver peut-être un équilibre un peu différent, mais j'aime bien cette respiration et ça me nourrit dans les deux sens finalement de pouvoir vivre les deux. Super, moi je suis vraiment heureuse que tu puisses raconter et qu'on ait pu prendre ce temps pour que tu racontes ce que tu fais sur le terrain, parce que c'est vraiment passionnant, et en effet ça œuvre pour le changement social et ça ouvre le regard aussi quand tu parles des élus, et je suis contente qu'on ait pu avoir ce moment. Est-ce qu'il y a un site internet où les personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus ou pour suivre un peu ce projet pourraient avoir des informations? Absolument, il y a un site qui s'appelle
Beaujolais vers votre avenir. Alors, en fait, c'est un nom de marque qu'on a créé pour ce programme. Donc, je leur dis, c'est Beaujolais, le nom du Beaujolais. Il y a un petit tiret. Puis après, c'est vers votre avenir. Votre avenir vers, V-E-R-T. Ah, V-E-R-T. V-E-R-t, votre avenir. Après, voilà, si vous tapez Beaujolais vers votre avenir, les mots-clés sur Internet, on trouvera le site. Voilà, et donc sur ce site, on trouve à la fois toute notre démarche d'accompagnement, on trouve plein d'offres d'activités en ligne, donc il y a une page avec des offres de reprise de commerce ou d'activités, des offres de locaux, et puis il y a toutes les fiches villages d'accueil où chaque commune se présente les services qu'il y a, ou les activités, ou les associations qui existent dans le village pour que les gens qui sont en ville puissent déjà avoir quelques informations. Je vois que les premières questions qui se posent quand une famille se pose la question de venir s'installer, c'est bon, déjà, est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a des gardes d'enfants, est-ce qu'il y a des transports, comment ça marche, voilà. Et donc puis est-ce qu'il y a des bonnes connexions Internet, c'est aussi des choses qui sont importantes quand on vient installer une activité dans un village. Et donc on essaye de répondre déjà à toutes ces questions-là, des très pratico-pratiques, disons, dans les fiches villages d'accueil. Et puis évidemment, ça c'est un premier niveau d'info. Puis après, quand les personnes prennent contact avec nous, on les accompagne, on les incite à venir nous voir, nous rencontrer, évidemment, puis à créer du lien humain pour qu'elles puissent être accompagnées, découvrir le territoire. Et je vois que les gens sont vraiment touchés, de cette attention qu'on peut avoir aussi, que j'essaye d'avoir, pour les accueillir et puis leur proposer d'aller rencontrer des gens, de découvrir le territoire. On a mis en place plein d'outils pour ça, parce qu'on a par exemple des logements passerelles, donc des lieux où des appartements meublés qu'on leur loue très peu cher pour qu'elles puissent venir passer 15 jours, 3 semaines sur le territoire, préparer leurs projets, rencontrer des gens, visiter des lieux. Quand on habite Paris, qu'on a déjà son loyer à payer, venir payer l'hôtel 3 semaines sur le territoire, c'est pas forcément... c'est compliqué. Donc là, on les accueille dans des logements passerelles qui sont souvent, qui appartiennent à des habitants. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment des choses importantes parce que les gens, ça les rassure beaucoup d'être accueillis dans un endroit qu'ils connaissent pas et de pouvoir avoir des liens humains, Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on a développées aussi pour accueillir les gens sur le Beaujolais. Et je vois que les retours, ils sont positifs parce que les gens sont extrêmement touchés par l'accueil, en fait. Voilà. Et oui. Puis se sentir accueilli, puis voilà, qu'il y ait des échanges possibles, du partage et de l'ouverture, c'est pas rien, en effet. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Écoute, Edith, merci beaucoup. Moi, je suis ravie, d'avoir eu ce temps avec toi et d'avoir écouté avec précision ce que tu fais sur le terrain. Et je suis impressionnée et je te remercie. C'était ma première interview sur Radio CNV. Je suis contente de l'avoir démarré avec toi. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Je ne sais pas quel est ton programme à venir, mais plein de belles choses pour la suite. Continuer, voilà. Et puis moi, je suis contente aussi d'avoir partagé tout ça sur Radio CNV. Ça a vraiment du sens pour moi, de voir que, avec mes petites mains, ce que je peux faire, ici. Et puis j'espère, moi, j'ai l'espoir qu'on va pouvoir aussi petit à petit, tu parlais de mes projets. Moi, mon rêve, ce serait de pouvoir commencer à former des élus à la CNV et puis de pouvoir aussi rentrer dans cet univers-là avec la CNV parce que, on travaille évidemment sur les champs de l'éducation, de la santé, de l'entreprise, avec d'autres collègues. Le champ du politique, aujourd'hui, il n'a pas été beaucoup investi et moi, je vois qu'il y a vraiment des choses à faire aussi. Quand je vois aussi comment... ça me parle et puis on a vraiment besoin de ça. Puis moi, quand j'ai vu la manière dont les échanges et la campagne présidentielle, puisqu'on en sort, s'est passé, ça m'interpelle. Cette cristallisation, j'ai vraiment envie de sortir de ces énergies-là et de pouvoir offrir d'autres repères à nos élus. Donc ça, c'est un de mes rêves, évidemment, et j'espère qu'on va pouvoir le réaliser. Je te le souhaite et j'espère pouvoir participer à ça. Ce serait ravi. Avec plaisir, vraiment. Et merci beaucoup et puis bel après-midi ensoleillé.
Merci, Et Monica. à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.